Rarement le diagnostic posé sur la zone euro aura fait l'objet d'un aussi large consensus. Il n'y a en fait pas de suspense. Dans les prochains mois, l'activité devrait ralentir sous l'effet d'un fléchissement de la croissance mondiale, tandis que la demande intérieure, sous l'impact de la généralisation de la cure d'austérité, ne sera pas en mesure de compenser ce ralentissement. Les surcapacités demeurant abondantes, l'inflation sous-jacente restera à marée basse et contiendra les pressions à la hausse liées au renchérissement des matières premières. Dans ce contexte, la BCE devrait laisser inchangé son taux de refinancement pendant un certain temps. In fine, la croissance générale s'annonce léthargique. La zone euro sera dans l'incapacité de dépasser la barre symbolique des 1,5% de croissance et les millésimes 2011-2012 se solderont respectivement sur des hausses de PIB de 1,4% et 1,3% selon notre scénario. Cette vision d'ensemble masque cependant une grande hétérogénéité des trajectoires. Personne n'est à la moyenne. Les écarts de croissance n'ont jamais été aussi grands. Un an après la création de l'Hollande et 2 ans avant la mise en circulation des pièces et des billets, les principaux pays étaient 1. Dans le même mouvement haussier, 2. Son ampleur était comparable. 10 ans après, les divergences sont flagrantes entre les grandes économies de la zone euro et les pays périphériques. Mais finalement, quoi de plus naturel ? En faisant partie d'une même zone monétaire, les avantages comparatifs des économies n'ont eu de cesse que de les éloigner les unes des autres. L'analyse de 2 des principaux piliers de la croissance, la consommation, le commerce extérieur, depuis une dizaine d'années, montre à quel point la spécialisation s'est renforcée. D'abord pris sous l'angle de la consommation, le choix allemand apparaît clairement. Ne pas miser sur sa demande intérieure. En creux, les choix français et espagnols apparaissent également de façon évidente. La consommation des ménages est la pierre angulaire de leur business model. L'Italie, pour sa part, se situe dans une situation intermédiaire. La récession de 2009 ne remet finalement pas fondamentalement en cause ses choix, excepté pour l'Espagne qui se retrouve coincée et doit trouver une issue de secours. Si certains ont actionné le levier de la demande domestique pour fabriquer de la croissance, d'autres ont choisi de partir à la conquête des marchés extérieurs. La contribution des exportations nettes à la croissance n'a cessé de se renforcer en Allemagne, devenue au fil du temps une économie extravertie, totalement dépendante des importations de ses principaux partenaires. L'Italie, dans une certaine mesure, a collé à ce modèle jusqu'au déclenchement de la récession et a perdu pied ensuite. Ces différentes évolutions sont ici résumées avec l'introduction d'un pays supplémentaire, le Royaume-Uni. Une fois encore, les différents types de modèles n'apparaissent pas clairement au début des années 2000. Certains traits sont déjà présents, mais ce ne sont pas des spécificités autour duquel s'articulent des business models cohérents. Certes, l'Allemagne, plus industrielle, joue plus la carte des exports que les Britanniques, mais les écarts sont finalement assez réduits. En 2007, la cartographie évolue de façon décisive, et ce qui était certaines spécificités sont devenus des traits caractéristiques, autour desquels se sont articulés des modèles de croissance. 2 blocs s'opposent. L'un, emmené par l'Allemagne, a tout axé sur la compétitivité extérieure, la prise de part de marché sur ses partenaires pour s'assurer une contribution décisive de son commerce extérieur, quitte à sacrifier sa demande domestique. L'autre mise sur la consommation des ménages et la construction pour tirer sa croissance avec comme conséquence un creusement des déficits. La récession a partiellement redistribué les cartes. L'Allemagne et la France se situent toujours aux antipodes. Quant au positionnement de l'Espagne, il ne faut pas se tromper de diagnostic. C'est parce que la demande domestique est à terre que le commerce extérieur s'est rééquilibré. Non. Le seul pic qui change, c'est le Royaume-Uni. Un rééquilibrage de la croissance en faveur de l'industrie ne saurait être exclu. La monnaie est plutôt faible, la productivité décente et les pôles de compétences recherchés. Un mot de conclusion sur nos prévisions de croissance par grands agrégats. La zone euro est bloquée. Bloquée parce que les dépenses des ménages sont freinées par un environnement difficile marqué par le gel des salaires et un marché du travail sclérosé. En d'autres termes, la machine à créer des emplois est en panne. Une zone euro où les dépenses publiques sont réduites à leur plus simple expression et où l'investissement des entreprises est au point mort,
faute de visibilité et de carnet de commandes suffisamment garni. L'inflation restera en dessous de la cible de la BCE et devrait donc l'amener à ne pas changer de position d'ici plusieurs trimestres. Normalement.